Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans la dynamique de vous faire compter et surtout de permettre à la jeune génération d'appréhender les fondements et acquis de la conférence nationale initiée du 19 au 28 février 1990. Une série de plateaux vous est dédiée. Nous nous intéresserons aujourd'hui au rôle des jeunes et des femmes dans l'avènement du renouveau démocratique. Et pour animer ce plateau avec moi, je retrouve Brunel Mérinade aussi. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux amis téléspectateurs qui nous suivent déjà depuis quelques jours, donc dans le cadre de la quinzaine de la conférence, des 30 ans de la conférence nationale des forces vives du Bénin. Et aujourd'hui, pour parler des jeunes et des femmes, nous recevons sur notre plateau Bouriana Dagia. C'est l'une des 15 femmes déléguées ayant participé à la conférence des forces vives du Bénin. Bonsoir Madame Dagia. Bonsoir chers journalistes. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Il faut dire que vous avez représenté l'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin à cette conférence. Exactement. Très bien. Vous allez nous en parler un peu tout à l'heure. Avec elle sur ce plateau, Jean-Marie Rouzou. Bonjour Monsieur Rouzou. Bonjour. Vous êtes ambassadeur. Vous étiez en poste à Alger lors de la conférence nationale. Donc vous avez vécu un peu de loin tout ce qui s'était passé. Par RFI. Très bien. Alors, bienvenue sur le plateau de télé. C'est un plaisir de vous avoir également. Alors, ma première question vous est destinée, Madame Dagia. Lors de la période révolutionnaire, d'abord, moi, je voudrais bien savoir comment est-ce que les femmes vivaient cette période-là. Alors là, vous me posez une belle question. Parce qu'en réalité, lors de la période révolutionnaire, oui, les femmes étaient très bien organisées. Depuis la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire depuis le hameau le plus reculé du pays jusqu'au niveau de la nation. Donc, de ce point de vue, il y avait d'abord eu un cheminement qui avait été suivi pour l'organisation même du congrès des femmes révolutionnaires du Bénin en décembre 1983. Donc, nous sommes partis depuis 1974 à nous organiser en détachement des femmes révolutionnaires du Bénin. Ensuite, en comité d'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, nous avons parcouru tout le territoire national et c'est avec le soutien des responsables du parti, puisque en réalité, lorsqu'on parle d'organisation des femmes révolutionnaires, on dirait que le pays était déjà dirigé par un parti-État. Donc c'est de ce point de vue que le travail d'organisation était très facile, même s'il n'y avait pas eu, je dirais, les NTIC d'aujourd'hui sophistiqués, mais les messages passaient comme l'éclair. Comme l'éclair. C'est-à-dire que les services de communication de radio au niveau de tous les districts transmettaient au fur et à mesure les instructions. Et donc dès qu'un mot d'ordre est lancé, automatiquement sur le territoire national, les cellules de base qui avaient été installées se mettaient en mouvement. Donc voilà la force que les femmes avaient sur le terrain et l'organisation était vraiment pyramidale. Donc vous avez en fait pour objectif de soutenir un peu les actions de ce parti-État. De ce parti. Nous sommes des organisations de masse du parti. Donc nous soutenons entièrement tous les mots d'ordre qui étaient donnés par le comité central. Que gagnez-vous concrètement, au-delà du militantisme certainement, que gagnez-vous en ce moment-là? Ce que nous gagnons en ce moment, c'est que autrefois, la femme n'avait pas droit à la parole. Et c'est avec la loi organique de 1974 qu'au niveau des comités révolutionnaires locaux, c'est-à-dire les organes qui dirigeaient les quartiers, les villages, qu'un quota était donné aux femmes. Donc c'est de là que l'ouverture a été faite. Le comité révolutionnaire local a droit à un certain nombre de femmes
Il y a un quota pour les femmes, un quota pour les jeunes et un quota pour les anciens. Et chaque comité révolutionnaire local était composé de 25 personnes. Donc les femmes peuvent venir autant en tant qu'entité féminine, comme elles peuvent encore émerger au niveau des anciens, comme aussi elles peuvent venir au niveau des hommes. Mais par contre, pour l'organisation des femmes révolutionnaires, c'est-à-dire pour les cellules, comités d'organisation, COF, comme on le disait, ce n'est rien que des femmes. Donc à la base, on doit élire au niveau de chaque village, au niveau de chaque quartier de ville, je crois que c'était 15 femmes. Et à partir de 15, on se réunissait au niveau de la commune, qui est devenue aujourd'hui arrondissement. On élisait encore au sein de tous ces groupes-là le comité révolutionnaire communal. Et donc il y avait toute une structuration. C'est une structuration, c'était automatique et obligatoire, et on se retrouvait au niveau du département. Donc chaque département avait aussi son quota. Et lorsqu'il fallait se retrouver au niveau national, vous voyez que c'était chose aisée, dans la mesure où il n'y avait que 6 départements. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faisiez? Et vous vous exprimiez où? Mais moi, j'étais responsable depuis la base jusqu'au sommet. Responsable donc, de la base jusqu'au sommet. C'est-à-dire que au début, en tant que COF, j'étais responsable du département de l'Atlantique. Et c'est après que je suis parti au commandement au niveau du département de l'Ouémé. Et en même temps, j'ai intégré le comité d'organisation des femmes de l'Ouémé. Et il était évident que avec mon dynamisme, je prenais la tête et j'étais en même temps chef de district. J'étais chef de district d'Adjara, puis après j'ai été chef de district d'Adjara, et j'étais chef de district d'abord de Khoulenou. Aujourd'hui, c'est Mekodi. Après, j'étais chef de district d'Adjara et ensuite chef de district de Porto Novo. Tant d'expériences capitalisées. Certainement, quand les femmes se battaient aussi, les jeunes, Jean-Marie Rouzou, les jeunes quand même s'exprimaient aussi à travers certaines structures. C'est juste d'abord pour vous remercier pour cette initiative que vous prenez, pour faire revivre aux téléspectateurs et à tous les citoyens béninois ces souvenirs qui nous ramènent 30 ans en arrière et même bien avant, et puis qui nous permettent aujourd'hui de nous projeter dans l'aujourd'hui et dans l'avenir. Je remercie vraiment ITélé pour cette belle initiative. Cela dit, je crois que j'avoue que personnellement, j'étais étudiant pendant la période. J'étais accessoirement collaborateur extérieur à la Voix de la Révolution, animateur sportif et puis de certaines activités. La structure pyramidale telle que Mme Daguia l'a exprimée, c'était pratiquement la même chose avec l'OJRB, l'Organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, dont je ne faisais pas partie. Je expliquerai que c'est peut-être un peu par conviction aussi. Parce vous ne partagez pas cette pensée unique. Cette pensée unique, vraiment, je ne la partageais pas. Je vous le dis sincèrement. Mais si c'est un aveu qu'il faut faire aujourd'hui, je le fais. Il faut quand même le faire aujourd'hui. Il faut le faire aujourd'hui. Sinon, hier, c'était pas possible. Voilà, exactement. C'était pas possible. Mais il fallait être en plus prudent. Très, très prudent à l'époque. Surtout moi qui étais collaborateur extérieur à la Voix de la Révolution et que je ne partageais pas totalement les points de vue qui étaient distillés et qui étaient défendus par le système en place à l'époque. Mais cela ne signifie pas que on était réduit au silence quand même. Ça, il faut le reconnaître. Nous travaillons beaucoup dans un milieu universitaire très actif, très dynamique. Vous savez, la jeunesse, c'est le levain de la pâte. Hein. Elle était très dynamique. Et les débats étaient très contradictoires. Houleux, certes, mais avec le respect mutuel. Avec le respect mutuel. Il y avait, bien sûr, certaines vexations qui se manifestaient, mais cependant, nous savions les limites qu'il ne fallait pas transgresser. Nous savions également que
l'avenir de la nation, c'était d'abord nous, la jeunesse de l'époque. Que vous soyez au JRB, faisant partie structurée à travers les corps et autres, hein, ou bien que vous n'en fassiez pas partie, bien, nous étions d'accord qu'il fallait remettre le Bénin, le Dahomey d'hier devenu Bénin en 75, il fallait remettre ça sur les rails pour que notre nation soit bâtie sur des bases solides et que la jeunesse puisse jouer son rôle, c'est-à-dire le relais. Cette jeunesse à l'époque était, pour parler de l'organisation, pour ce que j'en savais, oui, je les approchais un peu, eh bien, cette jeunesse était organisée autour des idéaux que était donc l'unité nationale, et puis ensuite autour de la diffusion du marxisme-léninisme, qui était l'idéologie adoptée en 1974. Bon, donc voilà, et animé par l'animation était assurée par des personnalités pour qui, même si on ne s'entendait pas avec leur méthode, même si on ne s'entendait pas avec ce qu'elle disait, ces personnalités étaient d'une respectabilité extraordinaire. Je veux parler d'Abdoulaye Issa, Adjo Boko Ignace. C'était des gens respectables. C'était des personnalités extraordinaires. C'était des gens politiques qui avaient le sens de l'avenir de la jeunesse dans ce pays. Et donc la jeunesse avait des repères en ce moment. Ah oui. Il y avait vraiment des repères. Il y avait des repères. Lorsque les conférences se tenaient, les conférences sur l'OJRB se tenaient avec des ténors comme Adjo Boko Ignace, Midou Baba Moussa, Abdoulaye Issa, Oudou Ali, Batoko Ousmane, aujourd'hui président de la Cour suprême, qui était membre du FACEN aussi en ce temps. Des personnalités jeunes, dynamiques, Nata Théophile, qui ne faisait pas partie du système, mais n'en était pas moins parti, était quand même conseillé d'une manière ou d'une autre, parce que il y avait cette ouverture d'esprit en dépit de tout. Il y avait cette ouverture d'esprit vers d'autres courants qui ne partageaient, qui ne s'étaient pas prononcés pour la chose. Lorsque vous preniez des personnalités comme le ministre Feu Guilandui Azoumé, mais ça, c'était des personnalités extraordinaires, mais qui étaient dans le système et étaient à la fois actifs et également critiques. Et le président Kérékou admirait beaucoup ces personnalités, parce que ces personnalités lui permettaient d'avoir les réels sentiments de la masse, à la base. Il n'y avait pas seulement ceux qui disaient ce que le parti disait, ceux qui reflétaient ce que le parti voulait faire refléter. Non, il y avait des personnalités extraordinaires qui étaient là et qui abordaient aussi des sujets dans le même sens, mais avec beaucoup de recul, et qui donnaient des conseils vraiment au président Kérékou. Vous savez, c'était pas facile d'être chef pendant la période. Et surtout, c'était la période de la guerre froide en ce qui nous concerne les diplomates. Vous savez, la guerre froide, elle était plus dure pour nous qu'une guerre en elle-même. Parce que le moins d'opinion que vous vous déplacez aux Nations Unies, vous ne savez pas quelles seront les conséquences sur les populations, sur votre gouvernement après. Vous ne savez pas les sanctions qui pourraient surgir. Vous ne savez pas. Donc il faut être très prudent, très vigilant. Et gérer un pays dans les conditions là, eh bien, il ne fallait pas laisser faire seulement un seul courant. Ce que le président Kérékou a bel et bien compris, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, peut-être qu'on va arriver à la question. Qu'est-ce qui a amené le président Kérékou à convoquer cette conférence nationale?
Exactement. Il n'y avait pas un blocage. Oui, on va y arriver, tout à fait. Alors, Madame Daguia, vous disiez tantôt que les femmes n'avaient pas forcément droit à la parole. Mais comment est-ce que vous vous faisiez entendre finalement? Mais vous savez, lorsque vous êtes organisé, ça veut dire que vous avez devant vous une tribune où vous pouvez dire les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Vous avez une tribune où vous pouviez faire des critiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on est membre du PRPB qu'on n'a pas le droit de faire des critiques. Et c'est en cela que je remercie le frère oui, parce que il a décortiqué comment le travail se faisait sur le terrain. Donc c'est pour ça que chaque fois que je parle du président Kérékou, je dis que c'est un stratège. C'est quelqu'un qui aimait son peuple. C'est quelqu'un qui a aimé son peuple jusqu'à son dernier souffle. Il a l'oreille, ou bien il a les oreilles pour écouter toutes les tendances. Et lorsque vous lui faites un rapport, il vous appelle encore par derrière pour vous poser des questions. Ce que les autres responsables ne faisaient pas automatiquement. Donc il avait la quintessence même des réalités que vivaient les populations sur le terrain. Et les rapports qui allaient vers lui en tant que président du comité central étaient étudiés, étaient visés. Et il envoyait chaque fois des notes personnelles sur tout document que vous lui envoyez. C'est en cela qu'on était satisfait et on s'est dit, on peut toujours continuer d'être derrière cet homme-là. Parce que c'est un... Mais comment se fait-il que dans le même temps quand même, il y avait des citoyens qui vivaient quand même le martyre, qui souffraient? Est-ce que l'entourage n'était pas dans la même dynamique que le président à l'époque, ou qu'est-ce qui se faisait? Est-ce que vous avez jamais vu dans un pays que tout le monde soit du même bord? Quel est le pays? Il n'y a aucun pays où les gens vont regarder tous dans la même direction. C'est impossible, c'est même inconcevable. Donc il faut nécessairement tous les courants pour que la vie même au niveau de la cité puisse vraiment être bien menée. Donc c'est en cela que rien ne gênait personne. Et quelle que soit votre tendance ou votre point de vue, vous êtes libre de parler. Mais parler aux assemblées, là où on peut vous entendre, c'était surtout ça qui était le leitmotiv. Ne pas se retourner et dire après des insanités alors que vous avez eu l'occasion de dire ce que vous pensez. C'était tout. Donc il y avait les règles du jeu. Et si vous les respectez, il n'y avait pas de problème. Chacun a le droit de regarder là où il veut. Et c'est en cela que n'importe qui ne venait pas au PRPB. D'abord, c'était bien tamisé, bien filtré. Tu peux être directeur de tout ce que tu veux, mais on peut ne jamais te coopter pour être membre du PRPV. Donc voilà, c'était comme ça que cela fonctionnait. Mais en tant que membre du PRPB, justement, est-ce que vous avez pensé que la conférence était la meilleure solution? La conférence était effectivement la meilleure des solutions en ce temps-là. Parce que les Béninois qui étaient à l'extérieur, au fait, si on prend même la révolution de 72 jusqu'en 82, vous allez voir que tout marchait comme sur des roulettes. On ne demandait pas d'aide extérieure, il n'y avait pas le programme d'ajustement structurel. Donc, on essayait de compter sur ses propres forces dans le pays. Et la production. Comme le martelait d'ailleurs le discours programme. Exactement. Donc la production, la construction nationale, c'était au vu des possibilités du pays. Mais lorsqu'il s'est agi qu'à un moment donné, je dirais que la banqueroute a eu lieu au niveau de nos banques où il n'y avait plus de liquidité. Mais qui a causé cette banqueroute? Ce n'est pas des Béninois. Mais rien ne peut venir de l'extérieur. Et personne
ne viendra faire le travail du Béninois à sa place. Donc, c'est les Béninois même qui ont commencé par étouffer leur pays. Et la crise a commencé à partir de 85, où les salaires ne tombaient plus régulièrement, où il était demandé au gouvernement qu'il faut s'ajuster, mais les gens hésitaient. Nous, on n'est pas en haut mais chaque fois, dès qu'il y a grincement à la base, nous qui sommes les autorités au niveau local et autres, on rendait compte. Donc c'est au vu des comptes rendus que en décembre 89, on a vu que vraiment on ne peut plus avancer. On ne peut plus avancer. Les organisations de masse du parti sont dissoutes. Nous n'avons plus été associés, mais nous avons accueilli la nouvelle avec des pincements au cœur. Mais on s'est dit, bon, qu'à cela le tienne, si on peut avancer, on avance. Mais lorsqu'il s'est agi de lire ou bien même de s'organiser pour envoyer les gens pour la conférence nationale. Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Vous allez nous expliquer comment est-ce que ça a été fait dans la désignation des personnes qui ont participé. Alors, Monsieur Rouzou, vous voulez tantôt nous dire pourquoi le général Mathieu Kérékou a finalement accepté d'aller à la conférence. Je commencerai d'ailleurs par dire que lors de la proclamation du discours-programme, ceux qui étaient dans la salle ce jour-là, c'était beaucoup de jeunes. J'étais à l'université, on donnait des cours au hall des congrès. Aujourd'hui, hall des congrès. Palais des congrès. Hall des congrès. Non, c'était hall des congrès, en face de la présidence. C'était là qui était la faculté à l'époque. La seule faculté construite était celle de la santé. Hein? Bon, donc, on prenait des cours un peu partout. Il y a eu quelque chose de symptomatique. Nous étions au courant qu'il y aurait proclamation du discours-programme. Les professeurs étaient tous en classe et nous administraient les cours quand ils se sont retrouvés tout simplement seuls. Les classes ont été vidées. Nous sommes tous allés à la présidence. Nous sommes tous allés à la présidence. Quelle était cette soif-là? C'était la soif du changement. C'était la soif du changement parce qu'il fallait vraiment rompre avec l'ancien système pré-PRPB, c'est-à-dire le gouvernement présidentiel. Le conseil présidentiel. Il fallait rompre avec ça parce que le chômage, la pauvreté, mais des diplômés sans emploi, des gens qui revenaient des universités et qui ne trouvaient pas à faire. Alors tout cela permettait aux gens d'avoir des idées nouvelles et si le président Kérékou, à l'époque, le camarade. Non, il n'était pas encore camarade. En 72, il n'était pas encore camarade. Il n'était pas encore oui. Alors donc, lorsque il voulait faire ce discours-programme, il a trouvé autour de lui une jeunesse vraiment mobilisée. On était tous d'accord avec lui. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tout à fait, puisque c'est-à-dire de 72 à 74, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de friction, beaucoup de déceptions qui commençaient par poindre. Et puis ensuite, le système, comme celui-là, partout où il se pratique, eh bien, ça génère beaucoup de frustration. Ça, c'est sûr. Hein? La pensée unique, elle n'est pas toujours salutaire dans un système politique. Il faut quand même diversifier. On voulait un peu nous embrigader. On voulait aller à la hussarde pour une pensée unique. Et il y avait une frange de la jeunesse, je dirais une frange assez importante, qui se démobilisait d'elle-même. Et laissant les militants aller s'exercer à la politique. Je vous ai dit tantôt, cela n'excluait pas
le dialogue. Il y avait un dialogue fécond. On avait des débats, je vous l'ai dit, houleux à l'université. Lorsqu'on convoquait les âgés, c'était très houleux. Mais est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression de ne pas être entendu, en fait, malgré ces débats houleux? Une nation en construction ne peut pas se faire avec un bâton Une baguette magique. Avec une baguette magique. Ça, c'était vrai. Il y avait les hommes du pouvoir qui avaient donc la puissance publique. Ça, c'est vrai. Et puis, les autres qui disaient, vous devez compter avec nous. La preuve, c'est qu'il y avait, il ne faut pas se cacher, il y avait quand même des répressions. Il y a eu ceux qui étaient poursuivis, perquisitionnés, envoyés à Segbana via Parakou, entre-temps. Cependant, lorsque le président Kérékou voyait tout cela, et c'est à cela que je voulais dire tantôt, qu'est-ce qui nous a poussé? Tout à fait. Lorsqu'il a vu vraiment que ce n'était pas ce qu'il voulait pour son peuple. Exactement. Il ne voulait pas de la répression pour la répression. Non. Le président Kérékou se posait des questions. Parce qu'il était au centre de plusieurs contradictions au sein même du système dont il était le responsable numéro 1 et qu'il assumait. Il assumait. Tout se faisait en son nom. On dit, le grand camarade a dit, le grand camarade a dit, le grand camarade a dit, mais un jour il a posé la question, mais quand est-ce que le grand camarade a dit? À ceux qui avait posé l'acte, mais elle avait dit. Et qui le citait. Qui le citait. Les inscriptions sont du grand camarade. Non. Kérékou se posait beaucoup de questions. C'était pas facile pour lui. Il assumait en tant que premier citoyen. Il assumait en tant que premier citoyen. Il assumait. Et comme l'a dit ma grande sœur, Kérékou aimait trop ce peuple-là. Et puis, quand il s'est agi de corriger, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Lorsque les coups de semonce ont commencé avec la crise économique internationale à l'époque déjà, et la crise économique qui a eu des répercussions donc au niveau national avec la raréfication, qui a mal géré. C'est les Béninois qui ont mal géré les banques, non? C'est ça. Et je vous dis qu'il y avait des séances de rectification. Il y a eu la conférence du lycée technique de Sékou, non? Quelque chose comme ça. Exactement. Oui, où Kérékou demandait, mais attention, nous sommes sur une mauvaise pente, hein? C'est vous les jeunes. C'est vous les jeunes, mais vous me dites de faire ci, de faire ça, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on corrige. Parce que ça ne va pas tel que je peux vous attester, vous l'attester. Je n'ai pas la satisfaction. Je n'ai pas la satisfaction. C'est ça. Et je peux vous dire ceci. Le président Kérékou a fait un grand témoignage dont j'étais témoin. La première fois, il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ici à Cotonou. Il a commencé par dire à Kofi Annan, je ne suis pas politicien. C'était la grande surprise. Parce que Kérékou était celui que tout le monde voulait découvrir. Kofi Annan est arrivé avec toute son équipe. Avec toute son équipe de New York. Et il dit, non, je suis militaire. Je suis militaire, mais j'aime ce peuple. C'est pour cela que je suis entré en politique. Mais je ne suis pas politicien. Il a répété à plusieurs reprises. Et il désignait ceux qui étaient politiciens. Alors il me tendait la main. J'étais avec mon ministre, j'étais avec des collègues ambassadeurs du Bénin qui étaient là. Et il disait, voilà, c'est eux là. Les politiciens. C'est eux les politiciens. Voilà. Ils viennent au camp, ils nous disent, ceci ne va pas. Bon, il faut faire. Il dit, il faut faire, on se comprend. On fait le coup. Et finalement. Et puis, ils reviennent, quelques temps après, ils disent, non, ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils sont mauvais. Hein. Non, il faut faire le coup. Et ils font. Il a dit que, ils en sont arrivés à faire un coup une fois où ils n'avaient trop personne pour prendre. C'était le gouvernement des jeunes cadres. Ah oui.
Il a dit à Kofi Annan, il dit, on a fait le coup, ils sont venus nous dire, et puis après, ils sont allés voir dans la cagnotte au ministère des Finances qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, ils ont tous déserté. Alors, les militaires sont retrouvés dans des situations terribles. Ça, c'est avant la révolution. Ça, c'est avant la révolution, ça, par exemple. Les coups d'État successifs. Alors, c'est pour cela que je dis nous étions fiers, parce que nous étions fiers de ce discours-programme. Nous étions fiers de ce régime au départ. Parce que une fois au moins on dirait l'Afrique, le Bénin n'était plus, le Dahomey n'était plus l'enfant malade de l'Afrique. Voilà, avant de poursuivre, je voudrais quand même que vous nous rappeliez ces slogans. Certainement, vous aviez un certain nombre de choses à l'époque, les femmes, peut-être les jeunes aussi. Oui. Si c'est pour les slogans, il y en avait. Il y en avait. Parce que quand on dit Eouzou, vous allez répondre Tanda. Quand on dit Etro, vous allez dire Etro Kokoko. Quand on va dire Abere, vous allez dire Kourou. Je passe de région en région. En fait. C'est pour ça que je ne répète pas plusieurs fois. Hein. Donc, quand on va dire Abere, vous allez dire Kourou. Et quand on va dire Imalede, vous allez dire Oyipada. Donc, chaque région avait ses slogans. Mais on les connaissait ensemble partout. Parce qu'il nous arrive quand il y a une autorité ou un président qui vient d'un autre pays, si on veut le fatiguer, nous commençons par les slogans. Et j'en étais une référence. Parce que je peux commencer par lancer les slogans pendant 40 minutes. 40 minutes? Oui. Et quand je vais entonner les chants révolutionnaires, sauf si le président fait signe pour dire... Ça, je Donc on chante, c'est-à-dire les chants nous galvanisaient. Les chants nous mettaient en avant. Et surtout, les femmes étaient beaucoup plus à l'aise quand il faut chanter. Quand il faut chanter la gloire même de notre pays. Parce que, vous savez, les femmes ne demandent pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'elles ne trahissent jamais. Vous n'allez pas voir dans les ministères ou autres là, les affaires de corruption, à gauche, à droite, vous n'allez pas entendre. En tout cas, si on cite 10 hommes, c'est difficilement que vous allez trouver une femme dedans. Donc les femmes avaient le problème de leur propre dignité. Et quand on dit Awan fo miade kere kuba fo elayon Awan fo miade elayon kere kuba fo elayon Awan fo miade elayon yonu oba fo elayon Awan fo miade elayon. Ouais. Donc on mettait tous les présidents qu'on veut dedans. Agostino, Neto, Sékou Touré, et on termine par Biogera, Kaba et puis Béanzin. Donc on était fiers. Voilà. Les jeunes aussi. Les jeunes aussi chantaient. C'était la même chose. C'était la même chose. La mobilisation, dans les grandes manifestations officielles, c'était la partie animation faisait partie intégrante du programme. On commence d'abord par là, avant le discours. Voilà. Très bien. Alors, la désignation, donc, la conférence était décidée. Oui. Il fallait y participer. Oui. Comment ça a été fait, votre participation? Il y avait, au niveau des organisations de masse du parti, par exemple, même si ça avait été déjà dissous, et comme on existait toujours sur le terrain, et on continuait nos activités, donc on a demandé à l'OJRB d'envoyer un délégué, à l'OFRB d'envoyer. Donc il fallait faire maintenant les grandes assemblées générales pour qu'on puisse quand même dire qui sera le représentant de l'organisation. Donc c'est ainsi que moi j'ai été plébiscité au niveau de l'OFRB pour représenter les femmes. Et c'est là que je suis parti découvrir celles qui sont venues de leurs associations, celles qui ont pu rapidement créer des associations à l'avant-veille pour venir. Ah, il y a donc des personnes qui ont créé des associations pour se faire représenter. Oui. Il fallait quand même qu'il y ait des femmes. Donc, au niveau des journalistes, c'est Adisoda Gisèle qui était arrivée.
au niveau des femmes opérateurs économiques, c'est Grace Lawani qui était là. Et au niveau des femmes magistrats et autres, il y avait Adamo Grace, il y avait Arolou, Hélène. Donc, en fin de compte, on s'est retrouvé noyé dans le monde des hommes. Parce que on était juste sur les 10 doigts plus les 5 orteils. Donc il y avait 15 femmes parmi 493 voilà, 93 délégués. Mais on n'était pas complexé dans la mesure où on était déjà bien mûr en politique et on savait de quoi s'avérait cette rencontre-là. Très bien. Donc on s'est trouvé à l'aise et il y a eu des femmes qui sont désignées au niveau du présidium, qui sont devenues des membres de l'HCR. Donc on a travaillé dans les commissions, on s'est répartis dans les commissions et on a fait le travail comme il faut. Très bien. Et les jeunes peuvent être tout de même fiers parce que d'abord, déjà dans le comité préparatoire, il y avait quand même des jeunes comme Ousmane Batoko à l'époque qui faisait partie du comité préparatoire. Oui. Bien sûr. Mais, je crois que pour cet événement qui était très très important dans la vie de la nation béninoise, il fallait quand même reconnaître qui a fait quoi. Les grandes initiatives de cette affaire-là, il faut le reconnaître, Robert Dossou et un certain René Awansoufou. C'est ceux-là qui ont eu le courage d'approcher le président Kérékou pour dire, face à la situation, il faut une conférence nationale dans ce pays. C'était au mois d'août 1989. La situation était déjà très tendue au plan national. Très tendue. Les salaires ne se versaient plus. La situation économique, les grèves perlaient. Illimitées. Il y avait une situation inextricable. Et Kérékou assumait. Je vais vous faire un aveu. J'étais en poste en Algérie à l'époque. Kérékou, le président Kérékou disait toutes nos ambassades que tout le monde soit payé. On était dans une période de crise internationale. Je connais des ambassades d'autres pays que je ne citerai pas, où les salaires ne se versaient pas. Mais nous, on a eu nos salaires jusqu'à... Moi, je n'ai jamais eu de cessation de salaire. Jusqu'à ce que... merci pour la révélation. Jusqu'à ce que je revienne rappeler d'Alger. Je n'ai pas eu de cessation de salaire. Et c'est mon salaire que j'envoyais une partie à Cotonou pour nourrir la famille restée à Cotonou. Mes parents vivaient encore. C'était avec ça. C'est ça. On trouvait des occasions, on envoyait. Nous, on était payés en poste. Toutes les ambassades du Bénin, personne n'a eu à souffrir de la situation que nous on vivait au pays. Et ça, c'était sur instruction express du président Kérékou. Ça, il faut le reconnaître. Ensuite, la jeunesse. Oui, la jeunesse était dans les rues à l'époque. Ça, il faut pas le nier. La situation était très tendue. Il y avait des manifestations. Et c'est face à ces manifestations, déjà, que Robert Dossou, Awansou et René ont pris leur courage pour aller affronter le chef de l'État. Mais le chef de l'État ne s'est pas découragé pour dire, pour se fâcher, pour dire, vous voulez me faire la leçon, ainsi de suite. Non, pas du tout. Il a tendu une oreille très attentive. La preuve, c'est que l'affaire de Robert Dossou, ministre du plan, du comité préparatoire. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et pendant la période, nous étions en train de préparer déjà, Robert Dossou était en train de préparer déjà le premier programme d'ajustement structurel qui devait sauver, donner un souffle financier à l'économie du Bénin à l'époque. Je vous ai dit, il n'y avait pas de salaire. Et les jeunes ne voulaient pas entendre de ces solutions rafistolées rapidement pour pouvoir faire du replâtrage. Non? Les jeunes exigeaient le changement, le vrai changement cette fois-là.
Et ils avaient un soutien. C'est comme par hasard, Kérékou lui-même. Le chef de l'État lui-même qui a donné carte blanche pour l'organisation de la conférence. C'est ça. Il dit libérer tous les prisonniers politiques. Tout le monde était libéré. Il dit pour que la conférence se déroule dans une ambiance de réconciliation. Dans un climat d'apaisement total. C'est un grand stratège, ce bonhomme. Total. C'est le président Kérékou lui-même qui a autorisé tout. Et il avait une équipe patronnée par son directeur cabinet à l'époque, qui était tout le temps à la manœuvre avec son chef, un certain Ocho Pierre. C'est le fidèle des fidèles. C'était une personnalité hors pair qui assistait le chef de l'État matin, midi, soir, la nuit profonde. Il était à la manœuvre avec le chef de l'État. C'était Ocho Pierre. On a l'impression que lorsque il y a eu, entre griffes, désertion autour du boss, autour du patron, il y avait Ocho. Il est resté. Pierre qui est resté soudé à son chef. Voilà. Collé à son chef. La loyauté. C'était la loyauté. Les grandes négociations. Voilà. C'est le message qu'il fallait porter. Parce que il y avait plusieurs partis en cause qui étaient en discussion. Eh bien, celui qui portait le message du général, c'était Ocho Pierre. Ça, c'est très important à reconnaître. Ça, c'est les principaux acteurs de la conférence. Et n'oublions pas aussi, il faut dire que nous étions au lendemain de la perestroïka, nous étions au lendemain du démantèlement du mur de Berlin, nous étions en pleine euphorie de la démocratie retrouvée dans le monde entier à l'époque. La réunification de l'Allemagne était déjà lancée, le mur a été démantelé. Eh bien, l'Occident, qui pouvait nous accompagner, nous a accompagnés. Il faut reconnaître les choses. Il faut reconnaître à chacun son mérite. La France nous a accompagnés. Cet ambassadeur, Guy Azaïs, était l'homme qui nous a beaucoup accompagnés. Vous pouvez poser des questions à Ocho Pierre, il vit encore heureusement, et bien, il pourra vous en parler davantage. C'était lui qui se rendrait de nuit comme de jour à la présidence, plutôt à l'ambassade de France pour discuter avec l'accompagnement qu'il fallait faire avec le Bénin pour le succès de la conférence nationale. C'est vrai que plusieurs autres choses, quand on parle de l'ambassade de France, plusieurs autres choses ont été révélées. En tout cas, ce n'est pas le but de... C'est ça, non. Mais j'ai pu vous dire ceci. J'ai pu vous dire ceci en tant que diplomate. J'ai pu vous dire que la conférence nationale a eu lieu au moment où la Baule se préparait. Le Bénin est allé à la Baule avec sa démocratie. C'est pas là-bas que Mitterrand a donné des instructions. Le Bénin est allé à la Baule avec un régime en pleine transition démocratique. Très bien. En pleine transition démocratique. Et c'était le seul, pour ce que vous savez, bien sûr, que je ne vais pas rappeler, parce que c'est le seul pays où la conférence a connu un grand succès. Voilà. Ça fait école. Madame Daguia, dans le déroulement des travaux de la conférence nationale, vous qui étiez donc participante à cette conférence, qu'est-ce que vous avez noté de majeur dans le déroulement de ces travaux? D'abord, mon témoignage ira envers celui même qui a conduit les travaux de la conférence. Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme. Parce que tout au début, qui sera le président du présidium? Comment sera composé le présidium? C'était des préalables.
Mais Dieu sachant même faire les choses. Monseigneur Isidore de Souza, selon après ce qu'on avait appris, ne devait même pas être à la conférence. Tout à fait. Robert Sastre qui devrait être là. Donc, vous voyez que la main de Dieu était sur cette conférence. Et lorsque le présidium a été installé, c'est de notre propre chef que nous avons pu glisser le plus jeune au niveau du présidium, un certain Yacouba. Quand on a regardé autour et qu'on a vu ceux qui étaient là, bon, d'abord c'est un jeune qui n'était ni partisan, lui il était venu fortuitement. Et on a essayé de le glisser pour entrer dans la salle. Sinon son nom ne figurait nulle part sur la liste. Chacun a sa méthode et ses techniques. Aujourd'hui, c'est une révélation que je fais ici. Merci je pour la révélation. Je ne l'ai jamais dit quelque part. Donc, le président s'est installé. On a vu qu'il y avait 2 femmes. Nous, ça nous suffisait. L'essentiel, c'est que nous soyons représentés. Surtout que vous faisiez 15 femmes donc, sur 400. Merci. Donc, c'est pratiquement une goutte d'eau. Mais l'efficacité était au rendez-vous. Et c'était des femmes d'abord du barreau, des femmes qui savaient ce qui se passait dans le pays, des femmes qui étaient, je dirais, aguerries. Les femmes ne bavardent pas beaucoup. Non. Certains hommes sont venus d'un peu partout pour venir faire, moi je dirais, leur cinéma, leur cycle. Mais c'est depuis la Révolution que les gens ont l'habitude de préparer correctement des assises. Donc les documents étaient à la portée de tous. Moi, si vous venez chez moi aujourd'hui, si je vous sors les documents de la conférence, c'est une tonne. Parce qu'à la fin, on nous a encore remis tout ce qui a été fait. À part, je dirais, ce rapport final dont je mets un grand point d'interrogation. Donc, tout le monde participait au débat. Mais je dirais que nous avons perdu 2 ou 3 jours sur le problème de la souveraineté de la conférence. Et il le fallait. Parce que ces préalables-là étaient très importants. Et nous qui étions du PRPB, on savait quelle instruction on recevait. Donc on n'avait même pas à s'inquiéter. Les mots d'ordre venaient au fur et à mesure que nous avancions dans la conférence. Et lorsque certains vendeurs d'illusions nous miroitaient qu'ils ont je dirais des déclarations à faire, c'est là où on s'est accroché. Parce que nous on voulait qu'on nous dise, ceux qui nous ont dirigés, quels sont les torts, les fautes qu'on leur reprochait. C'est pour ça qu'on s'est accroché à cette conférence-là. Et surtout quand vous voyez de hauts cadres qu'on a envoyés au niveau, je dirais, des Nations Unies et autres, qui disent qu'ils ont des déclarations à faire, qu'ils ont des documents sur eux. Et Blemakou, nous on va suivre. Vous étiez impatient de... On était... Est-ce que le mot impatient même pouvait suffire? Moi, je quittais Porto Novo, rien que pour être parmi les premiers arrivés au PLM là, ou bien pour vite arriver au stade Mathieu Kérékou d'aujourd'hui, au stade de Kounou, parce qu'il y avait une commission là-bas, la commission des finances était là-bas. Nous, on attendait les révélations. Il y en a eu? Il n'y a rien eu comme révélation. C'est là où on a été découragé. Des gens comme Delphonse Lemon, paix à son âme. Il y en a d'autres aussi qui sont encore là.
ils se connaissent. Mais ils n'ont pu rien nous révéler. Seulement qu'on s'est accroché aux documents et on s'est accroché à ce que le pays doit être gouverné d'une autre manière. Et qu'on doit tout faire pour que la paix revienne au pays. Nous ne demandons pas plus. Dans la mesure où c'est nous qui sommes à la base. Et nous savons ce que les grèves, les enfants, les élèves dans les rues, en train de faire des casses à gauche, à droite, ce que ça nous coûtait. On n'avait pas déjà grand-chose. Si on continue de casser les bâtiments, vous voyez que personne ne viendra de l'extérieur pour nous les reconstruire. Donc on était tout le temps en train de faire face à cela. Et les gens de bonne foi qui étaient arrivés pour donner un coup de pouce à la réussite de cette conférence, moi je leur dis en tout cas, du haut de cette tribune-là aujourd'hui, depuis votre cabine ici, moi je leur dis merci, parce qu'il y en avait eu. Il y en avait eu qui ont transpiré. Les injures ont voulu fuser à un moment donné. Mais Monseigneur Isidore de Souza, quand il voit que l'atmosphère veut être gangrénée, il dit bon, 5 minutes de prière. Et la tension baissait en même temps. C'est lorsqu'il s'est agi de la nomination ou bien de la proposition de nomination du Premier ministre. Transition. C'est là d'ailleurs où on a fait sortir tous les journalistes. Parce qu'il n'y a plus de témoins, sauf nous-mêmes qui sommes les participants. Qu'est-ce qui s'était passé alors? Ah, il y a eu un scandale. Le scandale a même failli amener au coup de poing. Beaucoup en voulaient. Au coup de poing, oui, justement, pourquoi? Parce que d'autres se sont sentis trahis. Et si vous avez vu, paix à son âme, Feu Gbadamassi, Moucharaf le jour-là, bondir pour vouloir s'attaquer à l'avocat, le bâtonnier Keke Joseph. Donc, le scandale là a eu lieu dans cette salle-là, ce jour-là. Et c'était pourquoi? Parce que certains avaient déjà proposé, on avait déjà même donné des noms. On avait déjà fait des propositions de ceux qui peuvent prétendre au poste de Premier ministre. Il y avait Albert Evodiré, il y avait Mbedi Adrien, il y avait Bertin Borna, il y avait... Chacun faisait des propositions en cascade. Et la proposition de Nicéphore Soglo est arrivée. Mais au moment où chacun devait se présenter pour donner son profil, on n'a plus retrouvé Adrien Mbedi dans la salle. Donc il fallait suspendre encore la séance, puisqu'il faut présenter tous les candidats d'abord avant de passer au vote. Oui. Je fais grâce du reste. Finalement, c'est Soglo qui... Ne dit pas tout. D'accord. Merci beaucoup. Jean-Marie Ozo, comment vous suiviez les travaux? C'est vrai, vous étiez en poste en Algérie. Il a dit qu'il a suivi par RFI. Et RFI. Vous savez, c'est une très bonne question. Toute l'équipe, mon ambassadeur était, tous les ambassadeurs étaient rappelés. Donc j'étais chargé d'affaires, le chef de poste. Au passage, c'est que j'ai fait tous mes galons de diplomate en Algérie d'abord, avant de devenir ce que je suis devenu par la suite. Donc jusqu'au grade de ministre conseiller, j'étais en Algérie. Et j'étais chef de poste. L'ambassade était transformée tout simplement au studio où tout le monde venait écouter. Et ou bien alors
quand on quittait en groupe, c'était pour aller chez moi, où tout le monde s'installait pour continuer à écouter. Voilà. C'est ça. Après les heures de travail, eh bien, on suivait. Le Bénin était à la une de tous les journaux, de par le monde entier. À la télévision à l'époque, on avait les grandes antennes rondes là. C'était avec ça. On captait partout pour suivre. C'était relayé de par le monde entier. Le Bénin était partout. Et dans le corps diplomatique, tout le monde m'assaillait. Je donnais des explications sur telle situation, n'étant pas là, d'après ce qu'on m'a dit, voilà, ainsi de suite. C'est comme ça que nous puissions, c'est ce que nous avons pu faire pour suivre, nous autres, à distance. Et c'était une grande fierté. Et vous, une grande fierté pour nous tous. Vous, en tant que Béninois, certainement vous priez à la réussite des travaux. Bien sûr, bien sûr. Vous aviez une certaine crainte aussi. Et on avait beaucoup de craintes. Mais comme l'a dit la grande sœur, eh bien, Dieu, Allah a vraiment conseillé tout le monde. Et c'était celui qui avait le petit doigt dans l'ombre et qui guidait Monseigneur de Souza, surtout, qui a fait preuve de patience, surtout, qui a fait preuve de perspicacité, de sagesse, et qui avait évité toutes les invectives, voire même les provocations en sa direction. Il a évité. C'était l'homme de la conciliation et de la réconciliation. C'est l'œuvre de Dieu pour le Bénin. C'était le cadeau que Dieu a fait pour le Bénin à l'époque. Pour la réussite de pour cette la réussite conférence. de la conférence. C'était un grand succès. Ça n'a pas été, comme ailleurs, un tribunal pour juger le chef. Ça n'a pas été un endroit de règlement de compte. Les insultes, eh bien, Monseigneur de Souza a pu les arrêter à temps pour éviter que cela ne dégénère. Il disait souvent, on n'est pas venu ici pour en sortir sans rien trouver comme solution. Nous sommes venus pour trouver des solutions. Et on le citait de par le monde entier. De par le monde entier. Et toutes ces phrases extraordinaires. En fait, c'est pas ce que moi j'ai retenu. Celle que j'ai retenue, Ce n'est pas ce qui est. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Tout le monde dit ce qui m'a surtout amusé, il a dit ceci. Ça, c'est une citation que j'ai captée à distance. Bien sûr. Voilà. Il dit, c'est pas parce qu'on dit démocratie que quelqu'un maintenant va aller se soulager devant la maison de Kérékou, du chef de l'État, pour dire que ici maintenant c'est la démocratie. C'était ça. Il dit, je vous dis, vous m'excusez le terme, il dit que personne n'a fait pipi devant chez lui pour dire que c'est la démocratie. C'est ça. En d'autres termes, c'est quoi? Il faut éviter l'humiliation. Il faut éviter l'humiliation parce que un homme humilié, c'est un homme blessé. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Et l'homme blessé est un animal dangereux. Dangereux, très dangereux. Il va prendre sa revanche. C'est ça. Et c'est pour cela que il a calmé. Il a su calmer. Trouver les mots, les images, les expressions qui permettaient vraiment de donner un espoir définitif à la conférence, au succès de la conférence. Très bien. Alors, Madame Dagia, quel acquis selon vous, donc, à l'issue de la conférence pour les femmes? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel acquis? Oui, est-ce qu'on peut retenir? Il n'y a pas un acquis. Quels sont les acquis? Oui, bien sûr, au pluriel. D'accord. Quels sont, bien sûr, les acquis? Comme je suis enseignante, donc j'aime souvent comprendre. Mais les acquis, c'est d'abord pour tout le peuple béninois. C'est-à-dire la réconciliation nationale. Parce qu'en réalité, l'unité nationale existait et chacun se sentait à l'aise, chacun se sentait béninois. Mais
avec tout ce qu'il y a eu comme perturbations et autres, le premier acquis de la conférence nationale, c'est cette réconciliation, où tous ceux qui sont à l'extérieur sont rentrés et se sont retrouvés, je dirais, dans la plus grande sérénité pour la réussite de la conférence à travers ce qu'ils ont vécu comme événement. Sinon, au début, mais il y a des moments où, quand vous rentrez dans la salle, cette grande salle de PLM Alido là, c'est-à-dire, vous allez croire qu'il y a quelque chose qui va tout à l'heure éclater pour emporter tout le monde. L'atmosphère est lourde. Et quand Monseigneur Isidore de Souza demande à chacun d'oublier ce qu'il a, de se reprendre et de savoir que seul le Bénin compte pour nous tous et que ce Bénin-là, on ne doit pas le voir à terre. À partir de ça, je dis que je rends toujours grâce à Dieu pour ça. Et c'est pour cela que même les autres pays ont pensé que n'importe quel prélat sait faire le travail que Monseigneur de Souza a fait. Alors que le Bénin déjà est un pays où l'on prie beaucoup. Quelles que soient les religions, quelles que soient les tendances, on prie beaucoup dans ce pays. Et la prière est une force spirituelle qui sauve de beaucoup de choses. Donc, les acquis de la conférence, c'est que nous puissions nous regarder face à face, que nous puissions nous asseoir ensemble pour partir sur de nouvelles bases pour construire le Bénin. Parce que le Bénin appartient aux Béninois. Et je pense que depuis la conférence nationale, la révolution n'a duré que 17 ans, plus une année de transition. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire 30 ans de conférence. Donc, il n'y a plus à faire de comparaison. Mais il y a à prendre ce qui est bon pour avancer. Et il y a à ce que nous puissions interpeller chaque Béninois pour qu'un brin de patriotisme là puisse vivre, puisse grandir en chaque individu pour que nous sachions que le Bénin est un et indivisible. Mais j'en profite pour avoir quand même votre avis sur la participation aujourd'hui des femmes à la vie politique. Bon, la participation des femmes aujourd'hui à la vie politique, je vous remercie pour cette question. Et vous êtes femme. Oui. Je dis, si les femmes veulent vraiment émerger, nous on a déjà fait notre temps. Moi aujourd'hui je m'occupe d'autres choses. Mais je lance un appel à toute femme, de quelque région qu'elle soit, de quelque ethnie qu'elle soit, de quelque religion qu'elle soit, que les femmes, elles ont les mêmes problèmes de reproduction, elles ont les mêmes problèmes économiques, elles ont les mêmes problèmes de vie matrimoniale, elles ont les mêmes problèmes, je dirais, d'accès à toute technologie qui peut les faire avancer. Et elles ont les mêmes problèmes, qu'elles soient jaunes, noires, blanches, parce que le problème des femmes, c'est d'abord psychologique, c'est d'abord physiologique, c'est d'abord mental. Et il n'y a que la volonté d'aller de l'avant qui peut amener les femmes à se mettre ensemble pour avancer. Que les femmes ne pensent pas que les hommes, je vais le répéter n'importe où, les hommes, ils ne sont jamais prêts à vous donner le pouvoir. Et les hommes ne vous donneront jamais le pouvoir sur un plateau d'or. Donc les femmes doivent se réveiller, se mettre ensemble, se battre pour occuper les places qui sont les leurs dans le concert des nations. C'est-à-dire que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau
familial, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau politique, que je mets en dernier lieu, et qui est le plus important, si les femmes veulent émerger, elles doivent militer. Elles doivent militer, elles doivent pouvoir s'organiser en conséquence. Et lorsqu'une femme veut militer, il faut que nécessairement qu'elle soit collée, si elle est mariée, à son mari. Qu'elle soit collée à ses parents pour qu'ils puissent être son support. Qu'elle soit collée à ses enfants, si elle en a, et surtout qu'elle soit responsable de sa propre personne. C'est-à-dire la dignité féminine, la dignité de la femme, son honneur dans sa personne. La femme doit pouvoir cultiver cela pour émerger. On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a toujours une femme. Oui. C'est vice-versa. Derrière toute grande femme, il doit y avoir un homme. Et un homme qui est son compagnon, qui est son confident, qui est son frère, qui est son ami, qui est son amant, c'est-à-dire qui est tout pour elle. Ce n'est pas facile. Parce que l'homme n'est pas le gombo qu'on coupe pour voir si c'est bon, si je peux préparer. Mais on met tout en prière. Très bien. Seule la prière peut vous sauver. Donc merci. Je dirais que à toute femme, qu'elle regarde bien devant elle, qu'elle puisse faire le bon choix pour pouvoir avancer. C'est ce que je peux dire. Jean-Marie Ouzou. Ouzou, les acquis et déjà la jeunesse aussi politiquement. Je commencerai d'abord par remercier la sœur pour la grande sœur pour tout le commentaire très remarquable et qu'elle vient de faire sur les acquis en matière de femmes, en ce qui concerne les femmes. Et j'ajouterai ceci. Il y a quelque chose de fondamental que nous, les hommes, là, on doit faire. Il faut qu'on rompe avec l'injustice sociale vis-à-vis des femmes. Je vais te serrer la main pour ça. Merci mon frère. Vous savez, les femmes supportent tout, mais supportent la famille. Allez dans nos villages, allez dans les champs, allez voir comment la femme travaille au champ. Le soir, revient pour faire la nourriture pour la famille. Se couper de la famille. Cette injustice est mal récompensée. Cette injustice doit être réparée. C'est une prise de conscience collective. Nous sommes en situation de démocratie, nous sommes en plein 21e siècle. Ce que nos parents ont vécu, ce que nos arrière-parents ont vécu, on ne peut pas continuer à les assumer ainsi et à les asséner aux femmes. Je veux nuancer un peu le positionnement de l'homme par rapport à la femme derrière. Bon, d'accord. Mais j'ai eu dans mes dernières fonctions à l'Union africaine, aux Nations Unies à Genève, la présidente de la commission de l'Union africaine qui était une femme et Madame Zuma, vous la connaissez certainement, alors qui nuançait, et je la cite, Assad man is a woman, côte à côte. C'est pas dessus, c'est pas derrière, c'est côte à côte, sur le même niveau, le même palier. Il n'y a pas de l'homme est devant et la femme est derrière. Non, pas du tout, pas du tout. Côte à côte. Parce que si vous voulez reconnaître les droits de la femme, si elle est derrière vous, vous vous servez d'abord et vous ne laissez rien. C'est ça. Donc à côté d'un homme. À côté d'un homme, bien, une femme bien. Voilà, Assad by Assad. À côte à côte. Côte à côte. C'est ça. C'est très important. Deuxième chose importante, parce que c'est la frange la plus importante de toute société. C'est 52% par exemple au Rwanda,
Au Bénin aussi. En tout cas, c'est plus de 50%. Mais comment voulez-vous qu'on mette 52% de la population à côté en disant que non, elles n'ont pas de droit, elles n'ont pas de... C'est pour cela que les Nations Unies, eh bien, le mois de mars est consacré pour les femmes, pour le social. La journée des femmes, c'est une journée importante. Une femme doit avoir ses droits reconnus par la société internationale. C'est très important. On n'a pas besoin vraiment qu'on rappelle cela. Et ça fait partie des acquis de la démocratie. Parce que le Bénin a envoyé l'une des plus fortes délégations à la conférence de Beijing sur le droit de la femme. C'est ça, la CIPD. C'est très important. Hein? Et j'insisterai pour terminer avec ce qu'elle a dit, avant d'enchaîner avec ce que je dois dire pour les jeunes. Eh bien, l'éducation des femmes. Lorsque vous éduquez une femme, vous éduquez toute la nation. Et c'est la nation qui est protégée. Et c'est la nation qui est protégée. Il y a une distorsion entre les hommes, les jeunes gens, les petits-enfants et les petites filles. L'éducation n'est pas la même. L'éducation n'est pas la même et c'est au profit toujours des petits garçons. Nous avions expérimenté une formule ici qui a été mise en place par l'UNICEF, l'équipe de l'UNICEF du Bénin. Hein? C'est le tutorat des anciennes sur les jeunes filles. C'est-à-dire que les soirs, quand la maman arrive, les enfants arrivent de l'école, eh bien, c'est vrai, la maman est très chargée. Elle est déjà très très chargée, mais il faut qu'elle fasse la cuisine afin de permettre aux filles d'aller étudier, préparer leurs cours. Parce que le lendemain, les filles arrivent à l'école, n'ont rien préparé. Alors, les plus anciennes s'occupent des plus jeunes, prennent en charge leurs jeunes sœurs. C'est le système qu'on a appelé ici, c'est le Bénin qui a encore inventé ça, et ça a été vulgarisé aux Nations Unies. L'exemple de filles pour filles, c'est-à-dire les grandes filles s'occupent des jeunes et les aident à faire leur homework, leur travail, à apprendre et évoluer, et leur faire le travail, ainsi de suite. Ça évite la déperdition scolaire. Ça, c'était un acquis aussi. L'éducation des femmes, c'est très important. On ne peut pas négliger pour dire, ah non, la femme, pourquoi on va l'envoyer à l'école? Et que c'est plutôt, on a besoin des hommes. Non, non, non. On a besoin de tout le monde. Toute personne, tout citoyen, toute citoyenne, pour faire de l'État, de la nation, une vraie nation. Pour les jeunes. Maintenant. Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, eh bien, je crois que les jeunes que vous avez 30 ans après. 30 ans après, je pense que nous continuerons le travail. C'est pas facile. Pourquoi? Les jeunes sont conscients, d'une manière générale, que c'est leur tour. C'est à eux de prendre le relais aujourd'hui. C'est à eux. Bon, enfin, quand je dis c'est à eux, c'est comme si je m'élimine. Mais il est vrai que j'ai mes cheveux blancs qui me permettent effectivement de les classer de l'autre côté. Bref, mais je vous le dis ceci. Nous sommes les nouvelles cordes. Et les anciennes qui doivent compléter les anciennes cordes, qui sont déjà tressées, tissées. Nous devons continuer le travail. Et c'est pour cela que, en fait, tout ce que je disais tantôt, c'est que les jeunes, ils sont à la fois au masculin comme au féminin. C'est ça. Donc, c'est pareil, mais c'est qu'il y a quand même une distorsion au profit, au détriment des filles. C'était tout. Donc, les actions qu'elle a décrites, c'est des actions qui sont communes pour toute société. Il faut que les jeunes se mettent au service de leur pays, que les jeunes
se mettent à établir un nouveau leadership en femme comme en homme, Oui. un nouveau leadership, que les jeunes respectent le bien public, que les jeunes, certes, on peut avoir des ambitions, c'est normal d'avoir des ambitions, mais qu'on sache quand même que dans toute mise en œuvre d'une ambition personnelle, qu'on tienne compte des intérêts de la collectivité. Hein, et que chacun fasse correctement son travail. Oui. Alors, nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Juste quelques mots pour finir, Monsieur Ozo. J'avais déjà dit une fois ici, lorsque vous m'aviez invité au lendemain des obsèques du professeur Albert Tewadjer. Oui. Je reviens peut-être encore là-dessus parce que je saisis l'occasion pour le répéter. C'est-à-dire qu'il faut de l'audace. Il faut audace. Il faut agir avec audace. Il faut agir avec perspicacité. Il faut oser. Si vous n'osez pas, quelqu'un d'autre osera à votre place. Hein? Il faut de l'audace. C'est un défi pour l'Afrique. Nous avons aujourd'hui entre 17 et 25 ans, 200 millions de jeunes. C'est une bombe. Et dans 25 ans, ça va passer à 400 millions. Il faut trouver de l'emploi à ces jeunes-là. Nous avons un continent qui est le plus riche au monde et paradoxalement, le continent le plus pauvre qui compte 34 PMA. Pays moins avancés. Quand je le dis, les gens disent ah mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il se croit à New York ici. C'est une réalité, on n'a pas changé. Hein? Les taux de croissance sont bons pour certains pays, dont le nôtre aujourd'hui. Ça se dit, mais attention, il faudrait que cette croissance soit bien répartie et que le taux de pauvreté baisse. Le taux de pauvreté doit baisser. On doit quitter la zone de misère. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Jean-Marie Ozo, Ndagia. Oui, je vous remercie. Bon, on dit oser lutter, oser vaincre. Oser vaincre la fatalité. Que ce soit jeune, que ce soit femme, que ce soit les personnes. Je dirais que l'objectif final, c'est le développement du pays. L'objectif final, c'est l'amour que l'on dédie à son pays. C'est la recherche même, je dirais, de l'aisance pour tous. C'est-à-dire que chacun puisse vivre mieux. Vivre mieux, c'est quoi? C'est au moins avoir le minimum pour une vie décente. Que nous cessions de voir dans les rues des gens pratiquement en lambeaux. Parce que le Bénin est un pays riche. Nous n'avons pas de mine d'or, nous n'avons pas de diamants, mais nous sommes riches. Nous sommes riches en potentialité agricole que Dieu nous a donnée. Nous sommes riches en potentialité d'eau, l'hydrique. Nous avons de l'eau partout. Nous avons des fleuves, nous avons des lagunes, nous avons la mer. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour au moins nous autosuffire. Et lorsque le ventre est bien plein, parce qu'on dit le ventre vide là n'a point d'oreille, on n'entend rien. L'enfant qui va dormir affamé, vous ne pourrez pas lui demander d'apprendre cette leçon ou de faire grand chose. Nous avons déjà serré la ceinture. Maintenant, nous sommes en train de la desserrer. Que nous puissions l'enlever, cette ceinture-là. Qu'on puisse l'enlever complètement. Que chacun puisse disposer du minimum nécessaire. Et que les enfants, les étudiants, en fin de formation et tout, qu'on puisse les orienter correctement. Le travail, il y en a. Que ceux qui sont vieux, je pèse bien mes mots, que ceux-là qui sont déjà au-dessus de 65 ans, 70 ans, qui puissent dégager un peu le plancher. Parce que lorsqu'on demande à un enfant, à un jeune, qu'il lui faut de l'expérience, si vous ne le mettez pas quelque part,
Il n'aura où pas. va-t-il acquérir cette expérience-là? Donc, que les gens puissent aller devenir des formateurs, que les jeunes puissent être mis à l'épreuve et que vraiment le pays puisse décoller correctement. C'est tout mon souhait pour mon pays. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Brianna Dagia. Merci, Jean-Marie Rouzou, d'être venu sur ce plateau. On a beaucoup appris de vos propos. Romuald, oui, merci également. Merci. Amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce plateau. Bonne soirée à vous. Merci.